informer dans cette grande édition d'information sur la RTG Aoud. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici le sommaire de ce soir. Nous tendons vers la fin de la deuxième semaine des consultations entamées par le chef de l'État avec les forces vives de la nation. Ce jeudi, Joseph Kabila a reçu les ambassadeurs accrédités en RDC et la délégation des gouverneurs de province. Et au sujet de la médiation internationale souhaitée par une partie de l'opposition, Martin Kobler a réaffirmé sa volonté d'offrir ses bons offices dans le dialogue en vue en République démocratique du Congo. Mais le représentant de Ban Ki-moon attend que la majorité présidentielle se prononce à ce sujet, vu que l'opposition a déjà formulé cette demande. Et puis la recrudescence de cas de décès dus aux erreurs médicales a mis la puce à l'oreille de notre rédaction. Dans cette édition d'information, nous vous relèverons les failles, les niveaux de responsabilité, mais aussi proposerons quelques pistes de solutions. Bienvenue à ce journal. Au Palais de la Nation, le chef de l'État a poursuivi les consultations avec diverses personnalités. L'agenda de Kabila a prévu ce jeudi les entretiens avec une délégation des ambassadeurs accrédités en RDC. La délégation des gouverneurs de province a aussi été reçue au Palais de la Nation et le député national Christin Badibangui s'est entretenu également avec le chef de l'État Jacques-Olivier Mouloubandombe. Kadendinga nous en parle dans ce reportage. Conduit par leur doyen, le Camerounais, le groupe d'ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo a échangé ce jeudi 11 juin avec le chef de l'État au Palais de la Nation. Il était question d'étirer l'information à la vraie source en ce qui concerne les consultations qu'il a initiées. Une rencontre fructueuse qui a permis à la communauté internationale de proposer ses bons offices quant à la réussite du dialogue. Si les partenaires le désirent, nous pouvons offrir les bons offices, nous pouvons offrir une facilitation, nous aussi pouvons offrir alors seulement le témoignage ou un témoignage actif si les partenaires le désirent. Alors je crois que nous avons eu une très bonne réunion avec le président sur les consultations qui mènent avec les interlocuteurs parce que c'est très important aussi que nous sommes informés et j'ai assuré le président du rôle positif de la MONUSCO, du rôle positif aussi, je crois, de la communauté internationale en ce qui concerne les sujets qui doivent être résolus rapidement. L'Union européenne, elle aussi, soutient le dialogue qui doit se tenir en respectant la Constitution. Nous sommes en faveur du dialogue pour trouver une solution aux problèmes concrets qui se posent. Nous les connaissons, ils ont été cités, le calendrier, le fichier, le budget. Et donc nous sommes en faveur effectivement de ce dialogue. Le président nous a demandé de jouer un rôle positif et nous avons répondu que nous sommes prêts en tant qu'Union européenne à jouer un rôle positif pour des élections qui soient libres, transparentes, démocratiques, tenues selon les échéances constitutionnelles et dans un climat politique apaisé. Outre les ambassadeurs, les gouverneurs des provinces ont eux aussi été consultés par le chef de l'État. Joseph Kabila leur a confié une mission, c'est de répercuter sa démarche dans leurs provinces respectives. Mission qu'ils ont accepté d'accomplir consciencieusement car liée à la paix. Le chef de l'État nous a chargé une mission essentielle, celle d'étendre cet exercice en province en tant que ses représentants pour que nous allions consulter toutes les couches en province, société civile, partis politiques, personnalités, de manière à ce qu'ensemble, nous comprenions que ce pays vient de loin et que les acquis auxquels tous nous sommes arrivés doivent être sauvegardés, à savoir la paix, la stabilité et la sécurité. Voilà la mission principale qu'il a chargée à ses représentants en province pour que dans la semaine qui va suivre, l'exercice qui est fait à Kinshasa soit élargi en province à travers les gouverneurs. Il faut dire que bien avant, la délégation de l'Union socialiste congolaise de Christian Badibangui était reçue par le chef de l'État. Cette formation politique qui affirme porter l'accord cadre voit au dialogue une occasion propice pour les Congolais d'harmoniser leurs vues pour la bonne réussite des élections.
Invité de l'émission Grand Jury sur la RTGA, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a réaffirmé la volonté d'apporter ses bons offices dans un éventuel dialogue politique en RDC. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a précisé qu'il ne s'agira pas d'une médiation, mais de bons offices. En attendant l'intégralité de cette émission, je vous propose un extrait. Suivez. C'est pas une facilitation, hein? C'est pas une médiation parce que nous avons le mandat d'offrir nos bons offices. Mais comme on dit en anglais, it takes two to dance a tango. Il faut deux personnes pour danser. Alors c'est quelque chose qui doit être agréé par les autres. Le président a fait très clair qu'il fait les consultations maintenant. J'ai dit au président de la République aujourd'hui et aussi les autres, si vous le désirez, alors nous sommes prêts d'être des témoins actifs, d'être des observateurs actifs de ce processus parce qu'on a des problèmes sur la table. Les élections, le calendrier électoral, le fichier, les nouveaux majeurs et tout ça. Si vous désirez notre participation comme observateur actif, comme témoin actif, alors nous sommes prêts à le faire. Qu'est-ce qui arriverait si jamais cette main tendue de la MONUSCO ou de la communauté internationale est refusée? Voilà, puis on va voir. C'est une offerte, il faut l'offrir. Et je crois qu'on a des problèmes sur la table. Nous avons du soutien logistique pour la CENI. Nous sommes engagés, même maintenant, au sein de la CENI avec une assistance technique. Nous avons 13 collègues de la MONUSCO qui travaillent là-dedans. C'est un soutien logistique. On est aussi prêt alors de faire un soutien, d'offrir un soutien politique si c'est désiré. Après la déclaration de Martin Kobler sur son intention d'apporter ses bons offices dans le dialogue national, les réactions fusent de partout. Du côté de l'opposition, le député Clément Conkou se dit satisfait de cette déclaration de Kobler. Par contre, du côté de la majorité présidentielle, on déclare inopportune la présence de la communauté internationale à cette rencontre nationale. Pour en savoir un peu plus, suivez ce reportage de Krioni Kibungu et Trésor Ndoya. Pendant que d'un côté, le président de la République, Joseph Kabila, poursuit ses consultations avec les forces vives de la nation, de l'autre côté de la MONUSCO, un grand signal est donné. Le représentant spécial de Ban Ki-moon en RDC, Martin Kobler, se dit prêt à offrir ses bons offices pour la tenue d'un dialogue national. Condition réclamée avec insistance par l'UDPS qui exigeait depuis le départ la présence onusienne pour ce dialogue. Du côté de l'opposition, cette déclaration de Martin Kobler a été accueillie avec satisfaction par le député Clément Conkou, autorité morale du mouvement pour le renouveau. Non, je pense que Martin Kobler, qu'il puisse accepter de proposer ses bons offices, c'est une très bonne chose pour garantir le bon, je dirais, le bon déroulement de ce dialogue, ou plutôt apaiser les uns et les autres par rapport à la confiance qu'ils doivent avoir pour aller au dialogue. À ce sujet, Clément Conkou n'a pas manqué de fustiger le comportement de certains opposants qui, pour lui, sèment la division au sein de l'opposition. Par contre, du côté de la famille présidentielle, c'est un autre son de cloche que l'on entend. Selon Yves Kisombe, communicateur de la MP, les Congolais sont suffisamment mûrs pour dialoguer entre eux. Pour lui, la présence de la communauté internationale est inopportune. Vous connaissez la position souverainiste de la majorité présidentielle. Nous pensons qu'il vaut toujours mieux que les Congolais se parlent directement entre eux et uniquement entre eux pour ce qui concerne l'avenir de leur pays. Et donc, vous savez que les bons offices sont une bonne chose, mais en l'espèce, notre point de vue à la majorité présidentielle est assez unanime, c'est que ce n'est pas notre préférence. Dans les jours à venir, l'incertitude sera de mise puisque ça permettra de connaître, après les consultations présidentielles, quelle ligne la majorité et l'opposition suivront pour préserver l'unité du pays. En tout cas, la question demeure. L'actualité toujours autour de consultations pour s'être écartés de la ligne de conduite de leur groupe parlementaire. Les députés nationaux Justin Bitakwira et Steve Mbikaï ont été exclus du groupe parlementaire UNC Allié. La décision a été prise et motivée par la participation de ces deux députés nationaux aux consultations invitées par le chef de l'État alors que leur groupe parlementaire se dit non concerné par ces consultations. Justin Bitakwira, qui se moque de cette décision, justifie sa participation aux consultations
concertation par la recherche de solutions auxquelles font face ses électeurs, solutions que son chef de parti, je cite, Vital Kamerhe, ne peut trouver. Et pour sa part, Steve Mbikaï, président du Parti travailliste, pense que le mariage entre lui et Vital Kamerhe était déjà entaché de plusieurs irrégularités, dont son appartenance aux Occidentaux. Suivez-le au micro de Martin Kayembe et Sylvain Bété. Depuis le 21 mai 2015, j'avais adressé un message au groupe parlementaire UNC et Alliés pour lui dire ma décision de quitter ces groupes du fait que nous ne défendons pas les mêmes idées. 1. Ils font une opposition pro-Occident et j'ai fait une opposition nationaliste et panafricaniste. 2. Vital Kamerhe a des ambitions présidentielles pour 2016 et moi, j'ai des ambitions présidentielles pour 2021, mais je vais commencer à m'exercer en 2016. Il est donc hors de question que je sois derrière Kamerhe et qu'il me donne l'ordre de répondre à l'invitation du chef de l'État ou non. Or, moi, je ne lui donne pas l'ordre de ne pas répondre aux invitations de ses maîtres occidentaux. 3. J'avais proposé que chaque parti ou courant politique de l'opposition présente son candidat président au sein de l'opposition et qu'il y ait des critères de sélection dont l'assurance sur la nationalité congolaise de chaque candidat qui ne doit pas être mise en doute. À ce sujet, le bureau politique de l'opposition nationaliste travaille sur la nationalité des éventuels candidats de l'opposition à la présidentielle. Le résultat de cette étude très avancée nous permettra de saisir la Cour constitutionnelle pour que tout celui sur qui pèse en doute prouve sa congolité avant d'être candidat à la présidentielle. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, ce jeudi, poursuivons avec la répartition de sièges pour l'élection provinciale prévue le 25 octobre prochain. Comment donc sont répartis ces sièges dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Ubangi, de la Mongala, de la Tchouapa, du Kasaï et du Kasaï central, conformément à la loi électorale? Vicky Moukeba nous le dit dans ce commentaire. La nouvelle province du Nord Ubangi compte 5 circonscriptions électorales dans ses villes et territoires. La population de cette province doit élire 22 nouveaux députés provinciaux et les 2 autres seront cooptés conformément à l'article 197 de la Constitution. Ces sièges sont repartis comme suit: Guadolite 3 sièges, Mobaïmbongo 3 sièges, Bosobolo 4 sièges, Yakoma 5 sièges et Businga 7 sièges. Le Sud-Ubangi par contre a 27 sièges à pourvoir et 3 sièges à coopter. Les sièges sont attribués aussi dans 5 circonscriptions électorales. Il s'agit notamment de Zongo 2 sièges, Libengue 3, Boudjala et Kungu 6 sièges chacun et Gemena 10 sièges à pourvoir. Au total, la nouvelle province de la Mongala compte 24 sièges. Ces 24 sièges sont répartis en 3 circonscriptions électorales, dont Bongandanga 6 sièges, Lissala 7, Bumba 9 sièges à pourvoir. De son côté, la nouvelle province de Tchouapa a 22 sièges à pourvoir et 2 sièges à coopter, repartis dans 6 circonscriptions électorales. Nous pouvons citer Befale et Monkoto 2 sièges à pourvoir chacun, Bokungu et Djolu 4 sièges chacun et enfin Boende et Ikela 5 sièges à pourvoir chacun. La population du Kasaï doit élire 27 députés provinciaux et les 3 autres sièges sont à coopter. Décaissé un siège, Ilebo 3, Louebo Mweka et Chikapa Ville 4 sièges chacun et Chikapa 11 sièges à pourvoir. Le Kasaï central compte au total 30 sièges. Dibaya 3 sièges, Demba et Dibelenge 4 sièges chacun, Kazumba et Louisa 5 sièges chacun et Kananga 6 sièges à pourvoir.
Élection toujours. Dans 4 jours, la Commission électorale nationale indépendante devra afficher la liste provisoire des candidatures, c'est-à-dire le 15 juin 2015. Au nombre des candidatures, l'on devra compter le CNC Likasi qui a aligné 4 candidats à la députation provinciale. Ce parti cher au député national Pius Mwabilou se dit déterminé à affronter les élections imminentes en République démocratique du Congo. Suivez ce commentaire de José Olitomake. Le Congrès national congolais s'est dit prêt à affronter les élections imminentes en RDC. Fier de son ancrage dans la population, le CNC avait, lors de la récente opération de dépôt des candidatures au BRTC de la CENI, transmis à cette dernière la liste de ses candidats dans presque toutes les circonscriptions électorales à travers la République. Cas de Likasi au Katanga, où les dossiers des candidatures CNC avaient été jugés recevables à la Commission électorale nationale indépendante. Le parti cher au député national, Pius Mwabilombayo, a aligné 4 candidats pour la circonscription électorale de Likasi-Ville. Pour accompagner le dépôt des candidatures de leurs membres au bureau de la CENI, après avoir rempli toutes les formalités requises, les 4 candidats CNC ont apposé leur signature sur les fiches des candidatures de la CENI. Marc Nzengu, candidat et cadre du CNC, se dit confiant dans la course à la députation provinciale. Nous avons aligné tous nos 4 candidats et les 8 suppléants. Le président urbain du CNC Likasi, René Banzakapia, a quant à lui déclaré que l'acte posé par le CNC est l'accomplissement de la promesse faite à la population de cette ville. Je tiens d'abord à remercier notre autorité morale de notre parti, l'honorable Pius Mwabilou, de nous accompagner jusqu'aujourd'hui. Et nous remercions aussi l'interfédéral Gabriel 5 d'avoir aussi nous accompagné. Le gros de notre message par rapport au dépôt de nos candidatures de notre parti, on avait promis au peuple de Likasi que CNC va s'aligner pour affronter l'échéance électorale d'ici là. On a aligné et nous remercions vraiment nos camarades, nos bases pour avoir vraiment nous accompagné, nous encourager d'aller déposer notre candidature. Dans le même ordre d'idées, Hugo Chite Yakabongo a remercié la population de Likasi ainsi que la hiérarchie du parti sous le leadership de Pius Mwabilombayo pour la confiance placée en eux. Il a inscrit le geste posé par le CNC en déposant leur dossier à la CENI dans une nouvelle dynamique chapeautée par la jeunesse. Il y a un vent nouveau qui va souffler sur la ville de Likasi. Nous sommes là. Nous ne disons pas que nous sommes les meilleurs, mais nous venons dans cette dynamique qui est en train d'animer présentement la société congolaise. Le CNC a organisé une caravane motorisée à travers les rues de Likasi. On va parler décentralisation. 6 comités de pilotage de la décentralisation ont été reçus par le Premier ministre Matata Ponyo en sa qualité de président de cette structure. 5 points ainsi que des recommandations ont été présentés par le ministre d'État en charge de la décentralisation. Les projets de loi ont également été débattus et sont désormais à la commission ad hoc pour la finalisation. C'est un reportage signé Suzy Kebira Omari. En sa qualité de président du comité de pilotage de la décentralisation, Matata Ponyo Mapon a réuni autour de lui les autres experts chargés de matérialiser la décentralisation en RDC. Le ministre d'État en charge de la décentralisation fait le point du niveau atteint par ces processus. 5 points avaient été présentés par le ministre d'État en charge de la décentralisation. Nous les avons débattus, nous avons arrêté des recommandations. Et l'application va se faire à plusieurs niveaux. Il y a des recommandations qui doivent être appliquées directement par les ministres, ainsi que par les gouverneurs des provinces. D'autres recommandations nécessitent qu'il y ait de loi. Et là, les projets présentés par le ministre d'État en charge de la décentralisation affaires coutumières, ce projet ont été acceptés. Et ils seront déposés à la commission des lois pour la finalisation. Il a également été fait le point sur le projet de loi portant répartition des sièges en ce qui concerne les élections locales et municipales. Et ce projet a déjà été déposé à l'Assemblée nationale. Il était question également que les membres du gouvernement, et particulièrement les ministres en charge de l'Intérieur et c'est lui en charge de relations avec le Parlement,
dise à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à quel point nous nous trouvons. Les 6 comités reçus ce mercredi ont également formulé des recommandations concernant entre autres la répartition des sièges pour les élections locales et municipales. Et du côté de l'hémicycle du Palais du Peuple, sachez que le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, a présenté l'agenda de développement post-2015 à la Chambre basse du Parlement, un document qui retrace l'évolution des négociations sur le contenu et la vision, ainsi que la position officielle du gouvernement sur le 17 objectifs de développement durable. Les députés nationaux ont également adopté les recommandations de la commission spéciale sur les tracasseries aux frontières de la République démocratique du Congo. Martin Kayembe, Sylvain Bété. L'agenda de développement post-2015 présenté par le ministre du Plan a été adopté par les députés nationaux réunis en séance plénière. Olivier Kamitatou a expliqué à la représentation nationale l'évolution des négociations de cet agenda sur son contenu et sa vision. Le ministre du Plan a aussi présenté la position officielle du gouvernement sur les 17 objectifs de développement durable. Cette vision consensuelle de développement à l'horizon 2015 s'est traduite en un ensemble d'objectifs connus sous les vocables objectifs du millénaire. La République démocratique du Congo doit devenir une puissance régionale à l'horizon de 2030. Eh bien, pour devenir une puissance régionale, nous avons des pas à parcourir. Donc j'ai développé quelles seront les grandes étapes de la planification. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase où nous devons devenir un pays à revenus intermédiaires. L'action du gouvernement a été saluée par la communauté internationale, la stabilité macroéconomique, la lutte contre la pauvreté. J'ai défini les objectifs que nous avons atteints en ce qui concerne notamment l'éducation, la santé maternelle. Maintenant, nous devons devenir un pays émergent à l'horizon de 2030 et donc nous avons expliqué, parce que nombreux sont les députés qui sillonnent le monde et qui doivent savoir quels sont à la fois les enjeux et la position du pays. Abordant le deuxième point à l'ordre du jour, les élus du peuple ont adopté les recommandations de la commission spéciale chargée de rédiger les recommandations sur les tracasseries et exactions au poste frontalier de la RDC. Parmi ces recommandations, l'on note le respect du décret du chef de l'État limitant le nombre de services à la frontière à 4 et de maintenir en conséquence aux frontières aériennes, fluviales, terrestres, maritimes et lacustres. Un mot sur la télécommunication. Bientôt, la République démocratique du Congo sera dotée d'une loi sur les télécommunications, ce qui justifie les séances de travail que le vice-premier ministre et ministre de PTNTIC, Thomas Louakalo Sinjola, a eu avec les partenaires de ce secteur. Tous croient à la réglementation du secteur de télécommunications pour qu'il réponde aux standards internationaux. Martin Kayembe nous en parle. Avec les ambassadeurs de France, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, le vice-premier ministre, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a échangé sur la possibilité de la mise en place d'un projet de loi sur le secteur des télécommunications. Les partenaires se disent prêts à accompagner la RDC pour qu'elle dispose d'une loi qui réponde aux exigences en la matière. Nous sommes venus avec mes collègues sud-africains et britanniques voir Monsieur le vice-premier ministre pour échanger avec lui sur un sujet ponctuel mais important, parce que stratégique en termes de secteur économique à tout point de vue. C'est la question d'un projet de loi en discussion au sein de la sphère gouvernementale pour l'instant sur la régulation ou la réglementation des télécommunications. Vous savez que nous avons les uns et les autres des opérateurs téléphoniques comme Orange, Vodacom notamment pour ce qui nous concerne, et il y en a d'autres qui travaillent dans ce secteur, qui investissent, qui procurent de l'emploi et des revenus aussi à l'État. Et donc nous souhaitions appeler l'attention de Monsieur le vice-premier ministre sur le fait qu'il fallait aussi prendre une discussion, le temps d'échanger avec ces opérateurs pour éviter de porter atteinte à leur plan de développement, d'investissement en RDC. Et nous avons été rassurés par Monsieur le vice-premier ministre que c'était clairement son intention et qu'effectivement, il y aurait une concertation, où il y avait déjà d'ailleurs engagé une concertation qui allait se poursuivre, de façon à trouver des terrains d'entente mutuelle qui permettent à la fois aux opérateurs privés de développer leur business, qui est dans l'intérêt de leur bien sûr, mais aussi celui du pays lui-même. Ce projet de loi sera le fruit de l'atelier de réflexion organisé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des télécommunications.
Et dans le reste de l'actualité, sachez que la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa a été dotée d'un plan stratégique 2016-2020. Ce plan quinquennal va renforcer les capacités de cette faculté afin de piloter les différentes réformes de ce secteur. Images et commentaires. Améliorer la qualité de vie à travers des approches de développement coordonné et durable dans les régions sélectionnées. C'est l'objectif que poursuit le plan stratégique de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Ce plan vise aussi à renforcer les bases d'une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Dr Diana Putman, représentant de l'USAID en RDC, s'est dit satisfait de la mise sur pied de ce plan. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Théophile Bemba a salué la matérialisation de ce plan quinquennal qui est une première en RDC. Je me réjouis personnellement aujourd'hui de la présentation de ce plan qui constituera, comme il a été dit tout à l'heure, la boussole pour cette faculté. Nous sommes appelés à former des professionnels de santé hautement spécialisés. Donc le ministère souhaite ardemment et considère que la faculté des sciences pharmaceutiques sera probablement une des premières à signer le contrat programme avec le ministère. Le doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques, le professeur Takaisi, estime pour sa part qu'avec le plan stratégique, c'est un nouveau type de gouvernance académique par résultat et d'enseignement par compétence. Ceci permettra à la faculté de se conformer aux exigences des standards internationaux. Le dossier de ce journal, les hôpitaux de la ville de Kinshasa sont-ils des mouroirs ou des lieux où l'on recouvre la santé au regard de la recrudescence de 4 décès dus aux erreurs médicales? La rédaction de la RTJ s'est penchée sur le sujet pour élever les failles, le niveau de responsabilité et ainsi proposer quelques pistes de solutions. Suivez donc ce commentaire signé Astrid Mbouichimanga. Avec ses 50 hôpitaux répertoriés, la ville de Kinshasa connaît un essor de ses officines de santé, certes. À quel spectacle assiste-t-on? D'entrée de jeu, considérant la qualité des infrastructures, l'on constate avec pincement au cœur que les bâtiments, les mobiliers et les équipements de travail laissent à désirer pour la plupart. La vétusté des locaux et les lits, le délabrement très prononcé du matériel, tout ce décor macabre nous amène à nous demander si les hôpitaux de Kinshasa sont des mouroirs ou des lieux où l'on recouvre la santé. Un autre point à considérer est la qualité des soins administrés. L'on peut donc dire, sous réserve, que si la qualité des infrastructures est rudimentaire, donc la qualité des soins administrés peut donc être remise en question. De plus en plus, les hôpitaux de Kinshasa battent le record de pertes en vies humaines du fait des erreurs médicales. Les cas les plus percutants résultent des injections, des perfusions, du surdosage, des interventions chirurgicales et de mauvaises prescriptions médicales. Il en résulte de ce qui précède que la qualification du personnel soignant est un atout majeur pour réduire le taux élevé de mortalité due aux erreurs médicales, bénignes soient-elles. Cette mauvaise prise en charge de la personne malade est sans précédent dans les hôpitaux de Kinshasa. Avec un personnel peu qualifié et pour des besoins de renflouer leurs caisses, les hôpitaux de Kinshasa fonctionnent comme des entreprises à but lucratif, dans lesquelles le malade est considéré comme un client au lieu d'être un patient. Tout tourne dès lors autour de l'argent. Celui qui a du fric bénéficie d'une prise en charge rigoureuse et en bonne et due forme. Celui qui n'en a moins ou qui n'en a pas reçoit le type de traitement répondant. Ce type de traitement correspondant généralement à l'abandon et au manque de suivi. Avec un œil d'éveil de la conscience, l'on rappelle donc que la norme voudrait que certaines conditions de base restent indispensables dans un hôpital. Il s'agit donc d'une hygiène assurée par un personnel de nettoyage formé.
Triste réalité pour Kinshasa où rien que l'amas de sable sur le sol et l'odeur alarmiste et nauséabonde des locaux et des installations sanitaires contribueraient à détériorer la santé de ceux qui y vont et de ceux qui y travaillent. Cette information en bref, Johannesburg, la capitale économique de l'Afrique du Sud, abrite à partir de ce jeudi les travaux du 27e sommet de l'Union africaine axé sur le thème autonomisation de la femme. Cette rencontre panafricaine va aborder d'autres sujets d'actualité, entre autres la situation politique au Burundi, en Libye et au Mali avec le terrorisme. L'ouverture de ce sommet est marquée par les travaux des ministres des Affaires étrangères avant la réunion de chefs d'État. Et en sport, sachez que les 23 léopards de la RDC ont effectué leur première séance d'entraînement ce jeudi au stade Tata Raphaël sous la houlette du coach Florent Ibenge en prévision des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Lors de la première journée de ces éliminatoires, le 14 juin, la RDC jouera contre le Madagascar au stade Tata Raphaël ici à Kinshasa. C'est un reportage signé Belinda Mbayo, Ben Ngoyi et Yannick Bilamou. Au terme du stage bloqué à Mons en Belgique, sanctionné par un match amical international contre les Lions indomptables du Cameroun, soldé sur le score d'un but partout le mardi dernier, la sélection nationale est rentrée à Kinshasa mercredi pour continuer avec la préparation avant de jouer la première journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 face à la sélection malgache. Et c'est jeudi 11 juin 2015 au stade Tata Raphaël de la Kétule, la sélection nationale a effectué sa première séance d'entraînement avec tous les joueurs convoqués par Florent Ibenge, sélectionneur national. Dans cette sélection, 20 joueurs ont été en stage à Mons depuis la fin du mois de mai et 3 ont été appelés à Kinshasa. Il s'agit d'Ekasusu Lakidicho, Issa Mampeko et Mumbele Ndombe. Le ministre de Sport et Loisirs, Sama Lukonde, a rendu visite aux léopards. Il les a encouragés à prendre en main leurs responsabilités pour défendre les couleurs du drapeau en vue de remporter le premier match des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Sachez que Florent Ibenge a assuré le grand public d'un bon résultat car le stage lui a permis de former une équipe nationale. C'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition d'information. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle l'essentiel de titres développés. Nous tournons vers la fin de la deuxième semaine des consultations entamées par le chef de l'État avec les forces vives de la nation. Ce jeudi, Joseph Kabila a reçu les ambassadeurs accrédités en RDC et la délégation des gouverneurs de province. Au sujet de la médiation internationale souhaitée par une partie de l'opposition, Martin Kobler a réaffirmé sa volonté d'offrir ses bons offices dans le dialogue en vue en République démocratique du Congo. Mais le représentant de Ban Ki-moon attend que la majorité présidentielle se prononce à ce sujet, vu que l'opposition a déjà formulé cette demande. La recrudescence de 4 décès dus aux erreurs médicales a mis la puce à l'oreille de notre rédaction. Dans cette édition, vous avez suivi ce dossier où nous avons relevé les failles, les niveaux de responsabilité, mais aussi nous avons proposé quelques pistes de solutions pour améliorer cette situation en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme de la RTGA Aude. Au revoir. Ce journal vous a été offert par